O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje, nós estamos apresentando o nosso entrevistado, o professor Guy Tapie, sociólogo francês, para abordar a questão da sociologia do espaço urbano. O professor Guy Tapie é sociólogo francês, coordena o laboratório Pavé da Escola Nacional Superior de Arquitetura e Paisagem de Bordeaux e é mentor do projeto Ignis Mutat Res, que é um nome latino, né? Que é um projeto que ele desenvolve juntamente com a Universidade Federal do Paraná, Bordeaux 2, do qual ele é professor, e o município de Cincinnati, nos Estados Unidos, que é objeto também de uma pesquisa compartilhada. E, ao mesmo tempo, ele desenvolve outros projetos, como sobre a cultura, a arquitetura e a população francesa, em termos de uma pesquisa nacional. Bonjour, Guy. Bonjour. Cher professeur. Nous sommes ravis de recevoir notre programme Amérique Latine Vive, Amérique Latine Vivante. Puis, on peut commencer à l'écouter, parce que c'est important, vous qui venez à la ville de Curitiba, justement pour développer des recherches et d'entretenir des échanges avec la communauté académique. On voulait bien l'écouter sur votre trajectoire, la formation intellectuelle en France, et qu'est-ce que veut dire être sociologue urbain en France. Bonjour, d'abord je suis très heureux d'être au Brésil et de pouvoir parler avec vous. Moi, je suis professeur de sociologie à l'école d'architecture et du paysage de Bordeaux et j'ai une formation traditionnelle de sociologue, même si mon lieu d'exercice croise davantage sociologie, architecture et espace. Mais c'est ce qu'on fait d'ailleurs de célèbres anthropologues ou de célèbres sociologues, Lévi-Strauss ou Marcel Mauss, bien sûr sans me comparer à eux. Donc là, j'ai une activité d'enseignement de la sociologie appliquée aux questions urbaines et aux questions architecturales et aux questions d'espace en général, et une activité de recherche. Alors, dans les écoles d'architecture, la sociologie a toujours été présente, et en particulier à partir de la création dans les années 70 d'un système de formation des architectes plus traditionnel, plus classique qu'on connaît depuis 40 ans maintenant. Et la sociologie a été intégrée comme étant une discipline, avec d'autres bien sûr, la géographie, l'anthropologie, dans ce cursus de formation, qui est un peu distinctif de ce qui se fait à l'université. Et tous les sociologues qui travaillent dans les écoles d'architecture ont bien sûr été formés dans le cadre universitaire de la sociologie urbaine classique, d'abord essentiellement marxiste au début des années 2000, puis après beaucoup plus appliquée aujourd'hui à des terrains d'études avec des formes d'ailleurs d'anthropologie. On pourrait quand même envisager davantage cette bonne tradition française, pas seulement dans la pensée de l'architecture, oui, mais aussi des théories sociales, non? Soit l'anthropologie, la sociologie, la géographie. Bien sûr que l'architecture a une tradition fantastique à partir des Corbusier, etc. Mais je voudrais l'écouter à propos de cette bonne tradition de la pensée sociologique ou de la théorie sociale sur l'espace urbain. Je voudrais que tu puisses aborder cette question. Alors, si on considère les théories sociologiques sur l'espace urbain,
il y a eu quand même, dans un premier temps, toute la tradition anthropologique qui essayait d'analyser ce qu'était la culture matérielle et l'importance justement de l'espace dans les relations entre les groupes sociaux et dans la mémoire collective. Donc là, effectivement, il y a une école française autour des anthropologues comme Lévi-Strauss, Marcel Mauss ou d'autres, bien sûr, Maurice Holbach, quand il étudiait, par exemple, la classe ouvrière. Après, il y a quand même un deuxième temps qui, d'ailleurs, a alimenté ma formation. Hein. C'est toute la sociologie marxiste où, au fond, l'espace urbain, c'était sur le territoire la projection des rapports de classe. C'est ça. Castel. Et voilà, par exemple, Manuel Castel, Godard, par exemple. Et au fond, la dynamique des espaces urbains n'avait que peu d'intérêt pour cette sociologie-là, puisque l'essentiel du conflit social principal était dans l'entreprise, selon la dynamique marxiste, entre ouvriers et bourgeois pour faire rapide ou propriétaires des moyens de production. Et puis après, il y a eu quand même un troisième mouvement où là, on a considéré l'espace urbain dans sa dynamique propre, dans sa complexité aussi et dans son évolution. Et les villes, au travers des processus de métropolisation en particulier, ont grandement évolué en même temps que la société. Et donc on ne pouvait plus considérer que simplement que la métropole était la projection de rapports de classe qui se développaient dans d'autres sphères et dans la sphère du travail en particulier. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien proche entre école des pensées et façon d'intervenir théorique et pratiquement à propos des pensées et produire l'espace urbain? Il y a, au moins en France et en Europe, il y a eu cette... alors, je ne sais pas si elle est efficace, mais en tout cas, il y a eu cette tentative parce que autour de la sociologie urbaine, s'est créé un milieu d'experts aussi qui interviennent sur la production de la ville, sur l'organisation et l'aménagement des quartiers, sur l'intégration de la population. Par exemple, aujourd'hui, en France, il est beaucoup question, mais au Brésil, je le sais aussi, de participation de la population, de co-conception, de coproduction. Et là, ça a pu se faire que grâce, au fond, d'une certaine manière, d'abord à une approche analytique de ce que signifient les processus de participation et de concertation dans une société, donc qui renvoie à une analyse de la décision publique et politique, et en même temps développer des instruments spécifiques pour faire en sorte que la population ou certains groupes de la population puissent participer. Et donc, sur ce registre, par exemple, de la participation, il y a eu effectivement une professionnalisation, on peut dire, ou développement d'expertise qui sert au fond la production des projets concrets, de l'organisation des quartiers, de la définition des politiques urbaines et publiques. Vous abordez aussi également, disons, l'histoire du logement en France. Et vous faites même une périodisation à propos de ces sujets-là. Comment ça s'est fait, l'histoire récente en France, de l'histoire du logement? Alors, en France, au niveau de l'histoire du logement, au moins dans la période moderne, donc l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, 1940-1945, il y a eu trois grands moments. Le premier grand moment, c'est la construction des grands ensembles de logements sociaux. Et c'est une expérience résidentielle qui a vraiment marqué la société française, en oubliant bien souvent le confort qu'avaient amené ces politiques publiques-là et ces grands ensembles de logements sociaux. Et par contre, en devenant un répulsif, en stigmatisant au fond le mal-vivre et le mal-être dans ces grands ensembles de tours, de bars, où prédominait quand même l'anonymat, la promiscuité, mais sans véritable échange social, les conflits d'éducation, etc.
Donc ça, c'est la première période. Elle est fondatrice d'une réflexion quand même sur l'habitat. Et les sociologues marxistes s'en sont bien emparés pour d'ailleurs dénoncer les effets négatifs de des modes de vie qu'on a pu y développer. Parmi d'autres, Henri Lefebvre. Voilà, Henri Lefebvre, Francis Godard aussi, mais bon, Henri Lefebvre, c'est celui très connu en Amérique latine et qui fait référence, et bien sûr qui est un des créateurs de la sociologie urbaine en France. Deuxième période, c'est fin des années 60, début des années 70, c'est le développement de la maison individuelle en périphérie des villes, lié quand même grandement à une augmentation, une amélioration du niveau de vie, l'accès à la propriété de populations populaires qui jusque-là n'y avaient pas accès, et un développement massif, une marchandisation d'ailleurs, de la maison individuelle en périphérie des villes. Et en même temps, c'est lié bien sûr au développement de l'automobile qui permet de faire les déplacements entre lieux d'habitat et lieux de travail. Ça, c'est une expérience aussi, en termes de conscience collective, très, très marquante en France et bien sûr dans d'autres pays, aux États-Unis en particulier, mais ça existe dans d'autres pays. Et puis, je suis sûr qu'au Brésil, ça fait encore beaucoup, ça a beaucoup de références et de connotations positives. Et la troisième période, qui est plus actuelle, qui est d'essayer de redensifier et de réinvestir les centres urbains. Et notamment dans beaucoup de villes liées à la désindustrialisation, il y a quand même un tissu de friches industrielles dont on ne sait pas quoi faire. Et l'idée principale, c'est au fond de réamener les habitants des périphéries vers les centres-villes. Et donc avec une nouvelle forme d'habitat qui n'est plus les grandes barres, les grandes tours du collectif, ni la maison individuelle, mais des logements qui permettent en même temps de réaliser son individualité, mais en même temps d'être assez économe en espace, en service, par exemple. Donc ça, c'est la troisième période où on essaye de refaire venir des populations qui avaient déserté les centres-villes, notamment les familles avec les enfants. Ok, professeur Guy Tapie, on va revenir là sur ces sujets-là et sur d'autres aussi, mais après une petite interruption. D'accord. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje, nós estamos entrevistando o sociólogo francês, professor da Universidade Bordeaux II, Guy Tapie. O professor Guy Tapie, no primeiro bloco, abordou aspectos ligados à sua formação de sociólogo, inserindo a sua formação e a sua intervenção social no contexto da produção da sociologia urbana francesa. E o nosso tema de hoje justamente está abordando essa questão do espaço urbano e da sociologia na França. Por outro lado, o professor Guy Tapie também fez menção, já que é objeto de seus estudos, de temas sobre a história da habitação francesa, onde ele apresentou 3 grandes momentos do processo de construção de habitação e do que isso implica em termos de relações sociais e de administração do território e do espaço na França. Professeur Guy Tapie, on revient donc au notre sujet central et maintenant on va parler sur votre expérience ici d'échange avec l'Université fédérale du Paraná, puisque vous avez un projet de recherche très intéressant dans la perspective mondiale aujourd'hui, en réunissant 3 villes comme modèle d'analyse comparative. Il s'agit de la ville de Curitiba, de la ville de Cincinnati aux États-Unis et de Bordeaux, qui c'est votre ville natale.
Et on voulait quand même vous écouter davantage sur en quoi consiste votre expérience d'interchange, des échanges avec notre université, et, surtout avec les doctorats en environnement et développement, meio ambiente e desenvolvimento, et aussi avec les cours de la faculté d'architecture de l'université, avec la professeure Maria Cristina Araújo. Cristina Araújo. Donc, on vous écoute à propos de ces projets intéressants. D'accord. Alors sur ce projet-là, c'est assez nouveau aussi pour nous, même si on avait l'expérience de comparaison internationale sur l'analyse de production, de projets urbains notamment, de fabrication des villes, de processus de décision dans ces domaines-là et de mobilisation des populations autour de faire la ville contemporaine. Alors c'est complètement nouveau parce que par les thèmes que l'on aborde, puisqu'il y a 3 entrées, c'est autour des questions d'énergie, de mobilité et de métropolisation. Avec l'idée que nous sommes dans une période mondiale avec une universalisation très importante, des problèmes, mais aussi peut-être plus difficilement des solutions. Nous sommes face à ce qu'on appelle une transition énergétique où effectivement les villes, mais aussi la fabrication des villes et nos modes de vie, que l'on soit au Brésil, en France ou aux États-Unis, vont être affectés à terme par cette transition énergétique. Et en toile de fond, c'est grosso modo la protection de la planète. Et ce programme-là nous a permis de mettre en question et en recherche cette thématique-là en confrontant au fond 3 modèles de développement. Un modèle notamment européen, français en particulier, mais c'est plutôt un modèle européen autour du développement des villes, autour de ce qu'on appelle la ville compacte, avec une réduction importante des déplacements et une mise à l'écart de la voiture en particulier. La voiture est considérée en Europe comme étant, malgré sa popularité, comme étant un peu le diable de la planète. Les États-Unis, parce que eux, ils conservent quand même dans la plupart des villes le modèle de l'usage de la voiture pour toutes les activités. Et c'est un peu les autoroutes urbaines, l'entrelacement des autoroutes urbaines dans les centres-villes dont on peut avoir l'image et qui est assez spectaculaire quand même. Et puis Curitiba qui avait l'expérience, cette fameuse expérience de transport collectif en site propre et une réflexion quand même sur la planification urbaine assez élaborée. Et en même temps, le Brésil étant un pays en émergence, et en même temps avec le souci du développement économique de sa population, mais en même temps aussi être confronté aux mêmes problèmes que les pays développés, à savoir le défi climatique. Ok. Donc la recherche, elle mise surtout sur des aspects de la mobilité, des transports collectifs, et aussi en exploitant les aspects liés à la transition énergétique. Nous voyons qu'il y a 3 volets que vous exploitez dans la recherche, qui c'est la forme urbaine, donc l'infrastructure urbaine, les aspects de l'aménagement et de la gouvernance, et donc les 3e, les pratiques, qui impliquent l'inclusion des usagers et des citoyens, les gens qui habitent en ville. Je voudrais que vous parliez davantage à propos de ces 3 dimensions de la recherche, surtout dans la perspective comparative. Perspective comparative et en même temps interdisciplinaire, parce que c'est vrai que tout ce qui est lié à l'analyse des formes urbaines, à l'analyse de la manière dont se développent les territoires de vie d'une certaine manière et la façon dont
les pouvoirs publics peuvent agir sur l'organisation de cette ville et de cette forme, et relève beaucoup plus de nos collègues architectes ou urbanistes. Et donc là, ça nous paraissait important parce qu'il y a quand même un lien entre l'organisation du territoire et les systèmes de transport qui permettent ou ne permettent pas la mobilité, puisque la mobilité est liée au système de transport. Et Curitiba, bien sûr, y est confronté comme Bordeaux, comme Cincinnati. Donc ça, c'est un premier aspect de notre travail, alors qui est plus un travail d'expert. Le deuxième dimension, qui fait appel plus à la science politique ou à la sociologie politique, c'est sur la gouvernance, puisque quand on décide d'une organisation de ville, quand les autorités publiques peuvent le décider, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'il y a une confrontation d'intérêts avec les pouvoirs privés, mais aussi les populations, la gouvernance est centrale, parce que c'est ça qui conditionne le choix et la décision. Et ce n'est pas du tout évident au moment d'une transformation des villes de faire travailler ensemble plusieurs autorités publiques qui sont concernées par des projets de transport. Si on fait un métro, par exemple, dans une ville, ça ne concerne pas simplement la ville-centre, mais ça concerne toute la métropole et tous les habitants qui vont habiter autour. Donc la gouvernance est essentielle à analyser. Et puis deuxième, sur les pratiques de mobilité, où là, effectivement, c'est lié au vécu des populations et aux pratiques des populations. Pourquoi ils vont choisir plutôt la voiture que le transport collectif, comment ils vont sentir ou ressentir les espaces de transport ou de circulation. Notamment, on sait que les transports publics, en général, ils sont ressentis de manière assez anxiogène, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de populations, donc des échanges, des risques aussi, on estime qu'il peut y avoir des risques, etc. Donc là, c'est beaucoup plus sur les pratiques. Ok. Vous avez des chiffres très intéressants en France, au moins, sur les motifs ou motivations des mobilités, des déplacements de la population en ville. Comment ça se passe au niveau des motivations? Il y a un cadre intéressant des pourcentages de distribution de cette population en partant de plusieurs types de motivations, des motifs qui fait que les gens se déplacent pour un motif ou autre. Je voudrais que vous commentiez un peu. Alors, en même temps, commenter aussi l'usage des modes de transport, parce que vous avez bien sûr la voiture, c'est un peu emblématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est emblématique d'un moment fort de la société française, européenne aussi. C'est lié au fond aux 30 Glorieuses en France, au développement, un développement économique très positif. Donc la voiture est plus ou moins ancrée dans notre culture au travers de cette conscience collective que ça fait partie du progrès économique. Aux États-Unis, par exemple, la voiture, ça a encore une autre force. C'est presque la continuité de l'individu. La voiture, il ne faut pas y toucher. Donc, bien, la voiture a servi, en termes de et l'organisation des villes a été faite pour ça jusqu'à un moment donné, a été faite pour la voiture. Et ça a servi pour tous les déplacements, pour les déplacements domicile-travail, pour les déplacements domicile-loisirs, domicile-lieu de consommation, puisqu'on est dans des villes qui sont de plus en plus spécialisées. Donc au fond, là, on a un exemple de mode de transport qui sert facilement différents types de déplacements, d'où son succès, mais d'où les effets pervers avec les embouteillages. Les plus connus sont partagés par toutes les métropoles, les embouteillages et la pollution. Voilà. Okay. Ça, c'est un exemple de motivation. Ok. On aurait beaucoup de temps encore pour disons, prendre en charge ces sujets-là, mais malheureusement, notre temps est limité, non? Comme tout d'ailleurs. On vous remercie beaucoup
pour votre analyse, né, et on vous souhaite de bonnes chances à la suite de votre recherche. Je vous remercie, puis nous sommes très heureux d'avoir engagé cette coopération multinationale, parce qu'effectivement, au travers de ces échanges, bien sûr, on apprend des autres situations, et bien sûr, c'est très, très positif. Merci. Merci. Muito obrigado. América Latina vai ficando por aqui hoje e espera você no próximo programa. Até lá.